Et voilà pour ce documentaire de Marcella Ferraru, français par le sang versé, histoire d'une loi. Alors bien sûr, on va revenir sur ce documentaire, sur les questions qu'il soulève, et on va s'intéresser à la Légion, à ses codes, à ses règles, à son esprit, et tout en se demandant si aujourd'hui, à l'époque d'une armée moderne, professionnalisée, eh bien l'existence de ce corps, s'il s'agit d'un corps, se justifie toujours autant. Voilà, pour parler de tout cela, eh bien le général Christophe de Saint-Chamas, merci d'être avec nous. Vous êtes le commandant de la Légion depuis septembre 2011. Ça fait pas très longtemps, mais c'est un corps que vous connaissez depuis longtemps parce que vous y avez fait plusieurs séjours, si je puis dire. Absolument. On parle pas de séjours, si Voilà. quand On on est peut, on peut militaire. dire séjour. Bon, Oui. on va passer des vacances à la Légion. Jean-Dominique Mercier, vous êtes journaliste, vous êtes le directeur adjoint de la rédaction de Marianne et vous êtes un grand spécialiste des questions de défense. Vous avez un blog qui s'appelle Secret Défense et qui fait, paraît-il, autorité dans le monde militaire. Il paraît qu'on s'y réfère facilement. En face de vous, le sénateur apparenté socialiste Jacques Berthoud. Merci d'être là. Vous êtes aussi un passionné des questions de défense puisque vous êtes membre de la commission des affaires étrangères, de défense et des forces armées. Et vous avez un petit peu combattu, si je puis dire, aux côtés de la Légion en Algérie. J'ai fait la guerre d'Algérie, bien entendu, et j'étais à proximité de la Légion, puisque mon unité était à quelques kilomètres de Sidi Bel Abbès, et nous avions donc, à l'époque... Donc ça crée des liens. Ça crée des liens. Ça Bon, crée voilà. des liens. Vous avez fréquenté les mêmes bars. On peut le dire aussi. On peut le dire aussi. Voilà, on commence avec vous, Marcella Ferraru. Vous êtes donc roumaine, d'origine. D'origine roumaine. Alors, je me demandais pourquoi vous aviez fait ce film sur la Légion. Alors, vous me dites que vous avez épousé un légionnaire, alors évidemment. Oui, mais dans l'ordre des faits, j'ai d'abord fait un reportage sur la Légion étrangère et j'ai épousé après un légionnaire. Donc, en arrivant en France, j'étais correspondant pour la télévision publique roumaine. J'ai fait un documentaire pour la télévision roumaine sur la Légion étrangère. C'était en 2002. On était très intéressés à l'époque comment on peut assurer notre défense parce qu'on n'était pas encore membre de l'OTAN. Et donc, on se posait la question si la Légion étrangère peut être un modèle pour une armée européenne. Ça, c'est une question qu'on avait en Roumanie. On se disait, Oui. tiens, et si la Légion pour une armée européenne. Peut-être un modèle pour qu'on avance enfin sur la question de la défense européenne. D'accord. Donc là, vous avez trouvé votre mari, c'est pas plus mal. Un légionnaire qui sent bon le sable chaud, j'imagine. Pourquoi avez choisi ce thème du sang versé qui, là, pour le coup, est quand même assez spécifique. Cette loi, l'histoire de cette loi, comment elle a été adoptée, comment on a bataillé sur cette loi. Ça a été une grande bataille législative, si vous voulez, mais tout le monde l'a voté. À la fin, c'est une loi qui a été votée à l'unanimité, ce qui est assez rare. Il y a toujours des grands bagarres à l'Assemblée, au Sénat. Toutes les lois sont votées dans la passion, si vous voulez. Mais cette loi, finalement, elle a été votée à l'unanimité. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a toute cette histoire de la Légion étrangère qui est passionnante, qui est fascinante, qui continue de fasciner. Moi, ça me fascine encore, même si je connais bien, même très bien la Légion étrangère. Mais il y a aussi tout ce débat sur l'intégration. Et je pense que l'intégration des légionnaires, c'est un modèle d'intégration. Ça se passe généralement bien. Alors, on va écouter un petit peu ce que dit dans votre documentaire Mariusz Nowakovski, qui est un légionnaire, qui a été blessé et qui nous dit un petit peu ce que veut dire que l'engagement au combat quand on est légionnaire et étranger. Il y a quelque chose qui se passe. Dans les moments comme ça, on prend la conscience qu'on a servi à un pays avec des armes. Étant blessé, pour moi, ça crée un lien. Je sais pas, ça m'a dit que maintenant, je vais finir ma vie ici. Voilà pour cette parole de légionnaire blessé au combat. On a quelquefois du mal à comprendre l'engagement. Déjà, quand on est civil, on se dit, bon, un militaire, comment est-ce qu'on choisit éventuellement de donner ou sacrifier sa vie, même si ce n'est pas le but premier, pour la patrie. Mais là, ce n'est pas la patrie. Qu'est-ce qui fait qu'il s'engage, ces types-là? Ce qui fait qu'un étranger s'engage à la Légion étrangère, c'est la France. C'est-à-dire que de 150 pays dans le monde, il y a des gens qui ont entendu parler de la France, qui ont rêvé de la France, qui ont vu briller la France et qui ont pris leur vélo pour venir d'Oulan-Bator, qui sont venus de Chine, qui sont de partout. C'est pas un peu de la légende que vous nous racontez là? Parce qu'il y a pas, on verra qu'il y a d'autres intérêts plus concrets. Alors, bien sûr, il y a d'abord autant de raisons de venir à la Légion étrangère qu'il y a de légionnaires. Chacun a sa raison, sa motivation. Mais cette entité de la Légion étrangère, à mes yeux, n'est pas transposable ailleurs. C'est parce que c'est la France. Moi, quand je les vois arriver... Vous dites ça, mais ils le disent, ils le formalisent, ils viennent en disant c'est la France et on est prêt à donner notre vie pour la France dans des combats extérieurs comme ça? Ah ben, d'abord, quand ils arrivent, ils le disent. Ils arrivent, ce qu'ils veulent, c'est l'accueil.
donc ils sont accueillis. Et ensuite, une fois qu'on les a accueillis, c'est dans les règles de vie, dans l'objectif qui est le mien, la mission que j'ai, qui est de fédérer ces 150 cultures ensemble pour créer une communauté qui s'appelle la Légion. Parce qu'il y a 150 nationalités dans ce corps d'environ 7000 hommes. Hein. Voilà, absolument. Sénateur, vous qui les avez côtoyés, on le disait, dans le désert algérien, vous les voyez comment? Comme des types qui sont là, un peu comme des mercenaires, ou comme des gars qui sont vraiment attachés à la France? Pas du tout. Ils sont attachés à la France, ils sont attachés aussi à cette image d'équipe. Ils viennent, ils ont besoin, pour certains d'entre eux, de retrouver une autre motivation dans leur vie, ceux que j'avais connus, donc ça remonte quand même à un certain nombre d'années, et qu'ils trouvaient, si vous voulez, parce que la Légion étrangère est une image, est une histoire qui a largement dépassé nos frontières et qui, pour un certain nombre de personnes, sert d'exemple. Et ils essayent en venant, si vous voulez, défendre nos couleurs, ils essayent aussi de se reconstruire eux-mêmes. Les motivations, je ne sais pas si vous avez beaucoup fréquenté de légionnaires. Oui, je crois que la Légion étrangère, c'est un mythe au niveau mondial. C'est vraiment une unité qui fait rêver dans le monde entier. Les gens ont envie d'en être parce qu'il n'y a pas beaucoup de troupes comme ça. En fait, il n'y en a qu'une comme ça. Mais en tout cas, c'est une unité où l'on peut aller en étant de n'importe quelle nationalité. C'est un peu, vous voyez, dans les trucs très mythiques, vous avez les Marines américains. Voilà. Sauf que si vous n'êtes pas résident des États-Unis, vous ne pouvez pas vous engager dans les Marines américains. Donc, il y a des mômes, quelque part dans le monde qui ils sont peuvent dans se un dire pays, leur rêve, ça peut devenir ils sont dans un légionnaire. pays, je vais citer, ils sont au Guatemala ou au Laos. Bon, ils peuvent s'engager dans leur armée. Ils savent quand même qu'en s'engageant dans leur armée, ils ne vont pas connaître la vie et les capacités opérationnelles qu'ils connaîtraient s'ils viennent dans la Légion étrangère. Parce que c'est vraiment une armée qui fait rêver le monde entier. Quand la Légion va les Américains sont babas devant la Légion. Donc si vous voulez... Encore aujourd'hui. Bien sûr, encore aujourd'hui. Donc si vous voulez, vous avez comme ça cette chose extrêmement mythique. Et alors, est-ce qu'ils viennent pour la France ou est-ce qu'ils viennent pour la Légion? Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'ils viennent pour la Légion. D'ailleurs, la Légion le dit en elle-même, puisque c'est la Légion. Legio Patria Nostra. La Légion est notre patrie. Voilà. Et donc ça, c'est l'adage de la Légion. Et cette Légion est au service de la France. C'est l'armée française. Ça, il n'y a aucun doute. Ils servent la France comme les autres militaires. Mais quand même, l'attrait de cette unité d'élite, unique au monde, je pense que c'est quand même ça qui est déterminant. Qu'est-ce qui fait qu'on vous envie? Je vais vous donner un exemple récent. Lorsque nous avons enterré le caporal Frankovic, serbe, mort en Afghanistan. Son père a dit au ministre « Merci pour l'honneur que vous faites à mon fils ». Son rêve d'enfant, c'était d'être légionnaire. Son surnom dans la famille, c'était, en serbe, je ne sais pas comment ça dit, le légionnaire. Donc c'est un gamin qui a grandi avec un rêve, devenir légionnaire. Et même ses parents, dans l'épreuve, venaient s'incliner et respecter le choix de leur fils. C'est quand même fabuleux. Alors, on va écouter un petit peu ce que disait Claude Goasguen, justement, lors du débat à l'Assemblée, sur ce texte de loi, sur le sang versé, où il semblait s'étonner lui-même de ce que ce ne soit pas une évidence que de récupérer ou d'acquérir la nationalité française quand on s'est sacrifié pour la patrie française. Le texte qu'on nous propose, et qu'on nous propose avec combien de débats, n'est pas un texte d'automaticité, Monsieur Sarr, ni de plein droit. J'étais persuadé, jusqu'à ce qu'éclate la polémique il y a quelques semaines dans la presse, que quand on servait dans la Légion, eh bien, au bout d'un certain nombre d'années, il était normal que la nation reconnaisse le service rendu par le sang versé et accorde automatiquement la nationalité aux légionnaires. Je leur voyais quand même pas mal de droits à postuler à cet honneur de la nation. Et je me suis aperçu, comme beaucoup de Français, croyez-moi, que ce n'était pas le cas. Et j'ai vu qu'en réalité, des dossiers étaient embouteillés dans des administrations dont les fonctionnaires estimables n'avaient sans doute jamais été sur un théâtre d'opération. Alors, on a vu votre documentaire, mais on a un petit peu de mal à comprendre quand même ce qui a bloqué. Qu'est-ce qui a bloqué dans cette histoire qui concerne somme toute, et heureusement, assez peu de gens, et qui paraît là aussi assez évidente? Qu'est-ce qui a bloqué? Je pense que c'est simplement, comme le disait le député Goasguen, c'est simplement les lourdeurs administratives, le fait qu'au fond... Il y a un truc politique derrière.
Non, je pense que personne s'en était jamais soucié. Parce que, vous savez, voilà, on était dans, voilà, la France a consommé, entre guillemets, beaucoup de légionnaires au cours de son histoire, dans toutes ces guerres, y compris ces guerres coloniales. Et puis, on s'en moquait un peu. Et c'est vrai que dans les années 90, alors que l'armée française s'est professionnalisée, donc, elle s'est rapprochée, au fond, d'un modèle d'armée de professionnels. Il y a un rapport différent par rapport au sacrifice. Quand vous aviez 50 morts pendant la guerre d'Algérie, au fond, tout le monde s'en moquait. Vous avez aujourd'hui un mort en Afghanistan, ça fait la une des journaux. Donc, il y a une sensibilité différente à ces questions. Et puis, un jour, effectivement, quelqu'un s'est dit, mais c'est vrai qu'il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose. Et là, tout le monde a dit, à l'unanimité, oui, faisons quelque chose. Marcella Ferraro, on a quand même l'impression, en regardant votre documentaire, qu'à un moment donné, parce qu'il y avait une concomitance politique, un débat sur l'immigration, je ne sais pas trop quoi, ou sur la naturalisation, que Mme Guigou avait été assez réticente à accorder ce droit-là, par le sang versé. C'est ça qui s'est passé? Oui, j'ai beaucoup lu, j'ai fait des recherches pour comprendre ce qui s'est passé à l'époque. Mais en fait, c'est le cabinet de Mme Guigou qui a donné une réponse. Je ne suis pas sûre qu'elle était au courant, je ne crois pas que le ministre de la Justice, il est au courant de absolument toutes les questions qui sont posées à l'Assemblée et de toutes les réponses qui sont envoyées. Donc c'est l'administration elle-même qui aurait écarté ça? À un moment donné, même la Fédération des anciens qui s'est un peu impliquée dans ça, même la Fédération dit, le président de la Fédération à l'époque dit, je ne crois pas que Mme Guigou était au courant au début. Après, elle a suivi, évidemment, il faut faire confiance à ses conseillers, sinon pourquoi on a des conseillers? Donc elle a fait confiance à ses conseillers, elle a suivi un peu, et quand elle a compris enfin de quoi il s'agit, évidemment, elle a complètement rectifié le tir. Elle a changé de point de vue. Sénateur. Je partage tout à fait ce point de vue. Il y a bien souvent, dans l'application de textes et autres, l'inertie de l'administration. Et là, vous avez des tas de portes à franchir pour pouvoir arriver à prendre une décision. Aujourd'hui, je pense qu'il est légitime que ce débat soit d'actualité et de donner précisément faire en sorte qu'on puisse aller beaucoup plus rapidement vers cette possibilité aux légionnaires d'obtenir la nationalité française. Il y a eu bataille, mais presque sur un malentendu ou Je le pense. Moi, je voudrais apporter une précision sur ce qu'a dit le député. C'est qu'en fait, lorsqu'un légionnaire meurt au combat, il reste étranger. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, les 35 000 morts pour la France sont des étrangers morts pour la France. Ce sont des soldats français, mais qui servent à titre étranger, d'origine étrangère. Par contre, le blessé, grâce à cette loi qui reconnaît la Légion étrangère en tant que décision française, parce que ce n'est pas l'armée qui a décidé d'avoir une Légion, c'est le Parlement, c'est la nation qui se dote d'une Légion étrangère dès le temps de paix. Bon. Et ce qui est important, c'est que cette loi permet à un blessé de demander la nationalité. Ça devient un droit. À partir du moment où il la demande, le Premier ministre la lui donnera. D'accord. Mais toute la différence, celui qui est tué, ses enfants, parce qu'il peut avoir des enfants quand même, n'ont aucun droit. Alors si, ils sont pupilles de la nation. Quelqu'un qui est étranger qui meurt pour la France, ses enfants sont pupilles de la nation, et donc la loi permet de prendre en charge ses enfants mineurs. D'accord. Ça pour les légionnaires qui ont leur famille en France, parce qu'il y a quand même des situations où leurs enfants sont encore dans leur pays d'origine. D'accord. Je ne sais pas ça a été... Si on veut redire en 2 mots un petit peu ce qu'est l'histoire de ce corps, d'où ça vient. La Légion étrangère, j'ai lu que c'était Louis-Philippe qui l'avait créé, qui avait fédéré un petit peu, rassemblé tous les étrangers des armées dans un seul corps qui s'appelle la Légion étrangère. Mais c'était pourquoi? Alors, si on reprend l'histoire... tous les pays avaient des étrangers au service du roi, au service du gouvernement. On connaît encore les gardes suisses. On pensait à ça, oui. Ben voilà, exactement. Mais ce sont des corps d'étrangers au service d'un pays. Et puis la France... Mais qui se louait. Et absolument. Bon, mais la France... de mercenaires. Alors non, le mercenaire, c'est quelqu'un qui s'engage pour de l'argent et pour quelqu'un. Le légionnaire, la Légion étrangère, il s'engage pour la France, pour la Légion étrangère. Et quel que soit le métier qu'il fait, il n'est pas, et si vous voulez, il n'est pas payé pour aller au combat, il est payé, il est fonctionnaire français, employé par l'État, et non pas à la solde de quelqu'un. Donc c'est pas du tout un mercenaire. Dès le début, quand Louis-Philippe le décide, il ne s'agit pas de rassembler simplement tous ces soldats étrangers qui sont dans nos armées et auxquels on fait appel quand il y a une bataille à mener. On n'avait pas d'étrangers dans nos armées à cette époque-là. Donc on faisait appel aux soldats français ou bien à des étrangers pour une mission particulière. Donc ça a démarré en 1830. Il y a eu les débuts en Algérie. Et puis la Légion étrangère a même été prêtée à l'Espagne
Elle a d'ailleurs été décimée là-bas et elle est revenue en miettes. Et puis on a reconstruit une légion étrangère et elle dure depuis. Jean-Luc Mercier, ce distinguo entre mercenaires et légionnaires, vous le faites aussi? Oui, oui, c'est pas du tout C'est la pas le même chose. esprit. Ce sont des combattants réguliers, les légionnaires. Ce sont des militaires, des soldats qui sont dans un cadre organisé. Le mercenaire, voilà, c'est la privatisation de la guerre. Le mercenariat, c'est le gars qui est embauché pour faire un coup de main ou simplement par une entreprise à un moment pour faire de la sécurité. Non, c'est vraiment des choses très différentes. Au contraire, d'une certaine manière, la Légion, je pense qu'elle est presque l'incarnation de ce que sont les vieilles institutions militaires où le corps est très important, c'est-à-dire l'esprit de corps est très important. Donc je pense au contraire, c'est plus l'essence de la chose militaire que le mercenariat qui en est une décomposition. Alors je disais aussi en préparant l'émission que pendant longtemps, la Légion a été cantonnée à l'extérieur de la France. Elle n'était pas à Aubagne comme elle l'est maintenant. La maison mère n'était pas à Aubagne, c'était à l'extérieur. Voilà. Parce qu'on se méfiait de la Légion? Non, mais elle était à Sidi Bel Abbès parce que c'était la France. C'était en Algérie. Et puis, quand l'Algérie est devenue indépendante, la Légion a quitté Sidi Bel Abbès et est arrivée à Aubagne. Mais sa vocation initiale, c'était plutôt d'intervenir sur des terrains extérieurs. Il y avait l'armée d'Afrique, l'armée d'Orient, la Légion. Les troupes françaises étaient surtout engagées à l'extérieur, mais elles ont été engagées en 1914, se sont remarquablement battues. En 1940, elles se sont battues. 1942, Bir Hakeim, Narvik. Donc la Légion étrangère, elle est au service de la France. Elle Bir Hakeim, c'était l'anniversaire, là, c'était les 50 70 ans, ans, 70 ans de Bir Hakeim. C'est une grande bataille gagnée par la Légion française? Par l'armée française et avec beaucoup de troupes de la Légion étrangère. Et la Légion étrangère en tire une grande fierté. Mais c'est le déclic chez les Français, ce point de changement où on commence à gagner. En 1942, une victoire et puis contre les troupes de Rommel dans le désert. Voilà. Et vous parlez de Narvik parce que là aussi c'est une des seules batailles gagnées en 40. Ah mais bien sûr. Et la Légion, avec les chasseurs alpins, a joué un rôle primordial, si vous voulez, dans cette bataille de Narvik. Qu'est-ce qui fait que on est fasciné par ce corps et en même temps on en a un petit peu peur? C'est tout le mythe. On est fasciné parce que ce sont des hommes fascinants. Il n'y a pas un jour où, quand je rencontre un légionnaire, je n'ai pas une nouvelle histoire, une anecdote, un truc phénoménal. Hier, j'assistais à un pot, j'ai vu un cadeau de départ, un légionnaire qui a fait un tableau du Rembrandt. Le type, dans sa chambre, la nuit, il est peintre, avec un talent fou. J'ai découvert ça hier. Et tous les jours, vous avez des cultures, des histoires personnelles qui sont fascinantes. Bon, et l'inquiétude? Et l'inquiétude, chacun a un passé. Chaque légionnaire, s'il est venu à la Légion étrangère, j'ai dit qu'il était attiré par la France, mais c'est souvent un second rebond. Il est plus âgé que le soldat français à l'engagement, il a 3 ans de plus. Et donc il a une petite histoire qui peut être criminelle. Non, pas criminel. Je ne prends pas. Délictuel. C'est moi qui sélectionne. Je ne prends pas de criminel. Je ne prends pas d'affaires de mœurs. Bon, quelqu'un peut avoir eu avoir été voleur à la tire ou je sais pas quoi, avoir quelques affaires. Il arrive, il fait état de son passé. Si je considère que c'est acceptable, je l'engage. C'est vrai dans le reste de l'armée d'ailleurs. Hein. Comment ça, c'est vrai dans l'armée? Alors, dans le reste de l'armée, on peut arriver avec un passé judiciaire et le voir oublié quand on intègre une armée. Si le gars a volé une mobilette à 16 ans et qu'il le dit, et puis qu'il dit, bon voilà, écoutez, il peut être engagé dans l'armée. La différence qu'il va y avoir... Là, je croyais qu'on échappait à la justice. Je vous parle pas d'un gars qui a tué, fait un braquage à main armée ou tué sa belle-sœur. Non, mais le gars qui a eu des petits soucis... Attendez, on va reprendre à zéro là, parce que quand je parle d'inquiétude, de fascination et d'inquiétude, c'est qu'on regarde souvent les légionnaires, on les a longtemps regardés comme étant des gars qui avaient fait des choses pas propres avant, dans une vie antérieure, et qu'en intégrant la Légion, eh bien, ils obtenaient une sorte de deuxième vie, de deuxième chance. On oubliait leur passé délictuel, on va dire. Quand ils arrivent, on n'oublie pas leur passé. Je le mets entre parenthèses. C'est-à-dire, la loi m'y autorise, c'est le statut de la Légion étrangère. Le candidat arrive, me dit, j'ai volé des mobylettes, je suis recherché dans mon pays, j'ai besoin d'être protégé. Et à ce moment-là, il va bénéficier de ce qu'on appelle une identité déclarée pendant le temps dont il a besoin. Même si son état d'origine sait qu'il est là, sait ce qu'il a commis, le réclame. Alors,
Vous ne lui donnez pas. La Il est démarche, protégé, il est là. La démarche de l'intéressé, elle est personnelle. Et quand il arrive, son pays ne sait pas où il est. Donc moi, je vais l'accueillir. Si je juge que ce qu'il a fait est acceptable et qu'on va pouvoir en faire un bon légionnaire, s'il demande une identité d'emprunt, il va avoir cette identité qui va le protéger en mettant entre parenthèses. Parce que quand il sort de la Légion, Il retrouve sa vraie vie. Il retrouve ses casseroles s'il en a eu et qui ne sont pas réglées. Donc les gens ne savent pas, mais il peut intégrer la Légion, vous dire ce qu'il a fait, obtenir qu'on mette ça sous le mouchoir, si je puis dire, et le temps de son avec service. une identité d'emprunt. Voilà. Il change de nom. Voilà, absolument. D'accord. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils vous disent la vérité sur ce qu'ils ont fait? Alors, d'abord, moi, je vérifie autant que je le peux. Et si je m'aperçois que finalement, c'est un criminel qui a tué quelque part, à ce moment-là, il m'a menti. Et la force de la Légion étrangère, c'est celle du contrat. C'est pas moi qui vais les chercher, ce sont eux qui viennent. Et on leur dit, vous êtes volontaires, il y en a plein qui veulent, on sélectionne. Êtes-vous volontaires? Ils disent oui. Ils signent un contrat, c'est pas moi qui les tire par la manche. Ils s'engagent à dire la vérité. Et ils savent que je les protège de ce qu'ils m'ont dit. Si on découvre donc qu'il y a autre chose, à ce moment-là, ils ont menti, leur contrat est cassé, la justice s'en occupe. Donc je ne blanchis pas. Vous pouvez les remettre à la justice de leur pays d'origine, s'ils ont menti. S'ils ont menti, je suis pas chargé de les couvrir. Donc s'il y a un mandat international, je sais pas quoi, on viendra le chercher. Et l'enquête, pour être tout à fait précis, si vous faites une enquête pour vérifier les dires d'un légionnaire ou d'un candidat à la Légion, ça veut dire que vous allez demander à son pays d'origine ce qu'il a vraiment fait. Il y a plein de méthodes, de méthodes qui sont un peu techniques, mais je crois que dans la technique de l'accueil, le fait de poser les questions de manière différente. Un jour, puis le lendemain, bon, ça prend un petit peu de temps, mais c'est important parce que c'est toute la différence entre le soldat du régime général et le légionnaire, c'est qu'il y a une dimension de sécurité dont j'ai la responsabilité. Donc moi, je préfère bien m'en assurer. On pose des questions de façon différente, et puis, comme ils sont nombreux, si j'ai un doute, je ne m'amuse pas à prendre quelqu'un qui baratine probablement. Mais vous ne faites pas formellement de contre-enquête sur le candidat à la Légion dans son pays d'origine, par exemple. Non, non, ça c'est pas... Non. Qu'est-ce qu'on dit alors des motivations des légionnaires qui arrivent? Est-ce que c'est effectivement pour échapper à la justice ou est-ce que c'est moins répandu que ça? Parce qu'on l'a souvent vu comme ça. Moi, je vous donne un point de vue de journaliste, donc je vois les choses peut-être un peu différemment. Je pense que dans l'histoire de la Légion étrangère, ça a été peut-être vrai. Il y a 100 ans, disons, il y avait peut-être des légionnaires qui essayaient de s'échapper, je ne sais pas, d'être de jeu ou autre qu'on retrouve dans les romans, dans les films. Il y a beaucoup de films sur la Légion étrangère. Les choses ont changé aujourd'hui justement parce que il y a beaucoup de candidats et donc on peut sélectionner. On ne va pas prendre ceux qui ont des vraies casseroles derrière. Mais il y a ce mythe, il faut regarder aussi le bon côté des choses. Il y a cette mythologie de la deuxième chance. Il y a quelqu'un qui a fait une bêtise et qui regrette de l'avoir fait. Et il sait très bien qu'il va porter cette bêtise sur son dos toute sa vie. S'il veut changer, s'il veut reprendre sa vie, être quelqu'un d'autre, c'est la Légion qui lui donne cette chance. Je me souviens avoir participé avec justement mon mari, il a fait une conférence dans une école avec des enfants un peu, qui avaient fait des bêtises qui venaient un peu de partout. Et l'idée de la deuxième chance, quand il leur a parlé, beaucoup. il a dit, bon, vous avez fait une bêtise, ça peut vous poursuivre toute votre vie, mais vous pouvez recommencer. La Légion vous donne une deuxième chance, ça c'est très important si vous voulez devenir quelqu'un d'autre. Et la Légion peut les aider à devenir quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on sait le pourcentage de ceux qui rentrent chez vous qui ont effectivement fait une bêtise, comme on nous le dit? Alors je crois que celui qui n'a jamais fait de péché... Non, mais sérieusement, au-delà du vol de mobilette, qu'on fait des trucs un peu plus graves quand même. C'est difficile de faire des statistiques comme ça, mais il est clair que je vous ai dit, je ne prends pas des criminels, mais on ne recrute pas au diocèse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un petit séminaire, c'est des gars qui... Donc ils ont tous un passé. Voilà, quel qu'il soit, qui peut être le rêve, qui peut être une difficulté, un échec. Mais cette notion de deuxième chance dont vous parlez, elle est forte. Et je reçois dans mon bureau tous les légionnaires qui font plus de 25 ans au moment de leur départ. Donc j'ai cet entretien très privilégié en tête à tête. Qu'est-ce que tu retiens de tes 20, 30, 40 ans la semaine dernière, 40 ans à la Légion? Et j'ai des mots magiques, des gars qui me disent « La Légion n'aurait pas été là, j'aurais été une ordure. La Légion n'aurait pas été là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. » Un autre m'a dit « J'ai tout donné à la Légion. Si c'était à refaire, je donnerais encore plus. »
c'est pas magique. Non, mais je retiens quand même que ce sont quand même des gens qui ont un petit passé, et que c'est peut-être aussi pour ça que dès qu'il se passait quelque chose dans un village près d'un camp de légionnaires, on avait vite fait d'accuser la Légion et de voir la main du légionnaire derrière. C'est aussi ce qui fait peur. Et moi, je me souviens en Afrique, en Côte d'Ivoire, et ben, l'arrivée avec mon régiment, le chef des rebelles est venu me voir en disant ah, dis donc là, attention là. Donc il y a une crédibilité, cette peur qu'il suscite est accompagnée aussi d'une crédibilité des combattants qui nous est très bénéfique. On fait peur à son adversaire éventuel. Jean-Dominique Berchet. Je pense qu'il n'y a au monde aucune troupe militaire, paramilitaire, aucune armée régulière ou non, qui, lorsqu'on lui dit en face de vous, vous avez la Légion, dort bien. Voilà. Il y a vraiment ça. Ah oui, ça, c'est pas des tueurs qu'ils ont en face de eux. Non, c'est pas des tueurs. C'est une. Un soldat, c'est pas un tueur. Ce ne sont pas des tueurs. Il y a cette mythologie. Au bon sens du terme, c'est vraiment une armée mythique. C'est-à-dire que dans le monde entier, les gens la connaissent. Donc vous dites que c'est bien d'aller chercher des bad boys. Oui, bon, écoutez, le général a eu une formule, il dit on faire va la pas aller guerre. chercher au diocèse. Oui, c'est vrai. Oui. On fait pas la guerre avec les enfants de cœur. Voilà, on fait pas la guerre C'est avec pas les enfants de l'image. cœur. Et en même temps, vous savez, c'est pas c'est pas une bande de voyous lâchés. C'est extrêmement discipliné et organisé. C'est ça qui est fascinant. Vous voyez, le jeune voyou du quartier, le gars, il n'a pas envie qu'on l'emmerde pour parler clairement. Il a envie de faire son business avec ses copains dans son coin. La démarche pour la Légion, c'est le contraire de ça. Le gars, pendant 5 ans, il n'a plus de vie à lui. Il a plus de vie à lui. 5 ans, c'est la durée d'un contrat. C'est la durée. On va lui demander de faire des choses qui sont pas drôles. L'entraînement de base du légionnaire, c'est quand même pas de tenir les murs au bas de sa cité pourrie. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Donc, c'est vraiment difficile. On les voit dans la boue partout. Ouais, c'est vraiment difficile. Un entraînement qui est réputé très dur. Très discipliné. Sénateur, est-ce que vous en aviez peur, vous, de ces légionnaires à côté de vous, quand vous les côtoyiez? C'était quoi? Ils avaient la réputation d'être des mauvais garçons? Surtout pas. Bon, dites la vérité. Ah, mais je dis la vérité. Je dis la vérité parce qu'ils nous appelaient. Toi, t'es de la régule. T'es de la régulière, tu t'occupes pas de ça. Ça, c'est notre problème, ça. Ah, il y a un code interne. Il y a un code. Il y avait des choses internes. Il y a un respect total, si vous voulez, par rapport à ce qu'ils appelaient, nous, les régiments classiques que nous étions, lesquels je faisais partie. Toi, tu es la régule, laisse tout faire. Tu t'occupes pas de ces problèmes. Et une solidarité exceptionnelle. Mais il y avait un mythe aussi du légionnaire, même quand on était de la régule, on les regardait en disant c'est des légionnaires. Ah, mais bien entendu. Si vous voulez, ce qui était impressionnant chez eux, par exemple, lorsque vous étiez dans différentes conditions, c'était de voir le silence, l'ordre, la façon avec laquelle ils se déployaient, la façon avec laquelle ils intervenaient. Et ça, c'est un acquis, c'est tout l'entraînement qu'ils avaient. Mais à quel prix, général? Attendez, parce qu'on parle aussi de l'entraînement qui est très dur, on parle de ce silence qui est obtenu avec des gens qui ne sont pas a priori très disciplinés, qui sont plutôt pour certains des voyous, etc. On l'obtient comment ça? En allant au-delà de certaines... certaines limites que la morale déterminerait? La discipline à la Légion, c'est une nécessité absolue qui démarre d'un point clé, c'est que le légionnaire ne parle pas français au début. Il faut lui apprendre le français. Et donc, dans toutes les phases de sa vie, pour se lever, pour se coucher, pour prendre les repas, pour aller, il faut lui donner des ordres, lui apprendre à le faire. Et donc, il y a un processus, une pédagogie de la répétition dans la vie courante, puisque la vie à la Légion, c'est un cours de français. Il arrive, il parle pas. À la fin de son contrat, il parle français. Pas assez vite, il se prend. Alors celui qui apprend pas assez vite, il y a eu des incidents, il y a eu des bizutages, je sais pas si on parle de ça, qu'on tournait mal. Il y a eu des viols, il y a eu des choses lourdes à la Légion aussi. Viol, j'en sais rien. Et il peut y avoir des choses lourdes dans une communauté humaine. Et je suis là pour me battre contre cela. Mais ce que je dis, c'est quand il démarre, donc on fait ses cours de français, cette pédagogie qui construit progressivement la communauté et qui fait qu'après, il est passé de la rigueur dans la vie de la chambrée à la rigueur sur le terrain, une discipline qui est effectivement forte, une discipline de feu au combat, que l'on voit, les légionnaires, ils rafalent pas, ils tirent sur ce qu'ils voient, etc. Tout ça parce que c'est une nécessité d'avoir tous ces étrangers qui parlent le même langage, qui est celui du chef. Et donc quand le chef donne un ordre, il est exécuté. D'accord, mais il y a eu, je disais, des incidents, il y a eu quand même des moments où on se dit que l'entraînement va très très loin. Enfin, je rêve pas.
Non, bien sûr. Il y a eu des sales histoires dans la Légion, ça, il n'y a pas de doute. Mais alors, faut y réfléchir. La Légion a peut-être eu, à une époque, et peut-être parce que c'est dans sa nature, cette tentation de vivre sur elle-même, de dire ce que disait le sénateur, ce sont nos affaires, laissez-nous les régler avec entre un code nous, interne, avec opaque. un code interne. Bon. Ça, On ignore tout, effectivement, c'est aussi l'héritage des guerres coloniales, de conflits très, très particuliers. Voilà. Mais ça existe. En tout cas, ça a existé. Il faut effectivement combattre ça. La Légion, c'est l'armée française, et l'armée française, c'est l'armée d'un État de droit. Et on ne peut pas y faire n'importe quoi. Et donc, si des officiers ou des gens s'y comportent, ou des légionnaires entre eux s'y comportent mal, ils doivent être sanctionnés. Mais bon, il y a des cas. Je me souviens, il y a quelques années, à Djibouti, un entraînement qui tourne mal, l'officier a fini en prison. Il a fini en prison. C'est pas une zone de non-droit, la Légion. C'est pas une zone de non-contrôle, de non-regard. Nous avons autour de nous l'homme qui est chargé de faire appliquer le droit dans la Légion. Il en est responsable. Vous parlez de code, il y en a qu'un, c'est le code d'honneur. L'armée de terre en a adopté un assez similaire quelques années après. Et moi, ce que je fais, c'est je fais appliquer aux légionnaires la loi française. Et je l'amène progressivement à l'autonomie dans la loi française. Lorsque quelqu'un, un lieutenant, a un commandement déviant, j'allais dire, c'est un officier formé par l'armée française qui pète les plombs et qui est sanctionné. C'est même pas moi qui le sanctionne, c'est le chef d'état-major, c'est le ministre, parce que et la justice, bien sûr, nous sommes tous redevables devant la loi. De laver son linge sale en famille, de ne pas ternir l'uniforme, très clairement, très clairement, à une époque, c'était dans l'armée française en général, on essayait de régler les affaires. Aujourd'hui, c'est l'heure du temps réel. C'est l'heure du temps réel et de la transparence. De la transparence. Et quand il se passe quelque chose, le compte-rendu est immédiat. Hein. Le chef d'état-major de l'armée de terre, il a tous les matins les 2-3 affaires qu'il y a pu y avoir dans l'armée française en général, à la Légion étrangère en particulier. En Guyane, il y a toutes les semaines des contrôles au 3e régiment étranger d'infanterie d'usage de stupéfiants. Ce régiment rend compte dès qu'il coince quelqu'un qui a utilisé de la drogue. Alors pourquoi il y a autant de désertions, des défections au sein de l'armée dans les premiers mois? Il y en a beaucoup qui s'en vont quand même. Est-ce que c'est parce que l'entraînement justement est trop dur, la discipline trop forte et trop sévère? Vous parlez de désertion du légionnaire. Est-ce que pour quelqu'un qui est venu de l'autre bout du monde, déserter, c'est pas finalement, petit coup de blues, je décide de rentrer à la maison? Le schéma mental du légionnaire n'est pas celui du soldat français. Il est venu servir un pays qui n'est pas le sien. Et quelquefois, il se dit qu'il s'est trompé. Il se dit qu'il s'est trompé, il rentre à la maison. Il y en a beaucoup? Voilà. Il y en a toujours trop. Non, à mes yeux, combien sur une année, il y en a entre 150 et 200. Sur combien d'engagés? Sur un petit millier. C'est beaucoup, ça fait 10%. 10 ou 20%. Oui, mais l'armée de terre dit 15%. Il y a un peu plus de légionnaires qui désertent dans les 6 premiers mois que dans le régime général, et puis un petit peu moins sur les 6 mois qui suivent. Donc je suis à 30%. Oui. Ça vous paraît normal qu'effectivement il y ait ces défections-là Ça me paraît normal, bien sûr. Le blues. Le blues. On appelle ça le cafard du légionnaire. Le cafard. Bon. Il vient. Bien sûr. Pas que il arrive. Ce soldat d'élite avec le cafard le soir dans sa tente et qui rentre à la maison. Je ne le voyais pas comme ça. Il devient soldat d'élite. Alors, le temps passe, mais il y a aussi un point sur lequel on s'interroge beaucoup, c'est le statut même du légionnaire, dont on dit qu'il est infantilisé. En tout cas, il a une identité déclarée qui ne vaut rien à l'extérieur, qui ne lui permet pas d'exister, de reconnaître ses enfants s'il en a, de pouvoir contracter, acheter une maison. Enfin, il est mineur civilement. Alors, exactement. Mais je vais vous dire, quand il arrive, c'est lui qui demande à ce qu'on l'accueille et qu'on lui donne une identité. Je ne peux lui donner qu'une identité militaire. Donc il va avoir une carte militaire, il va pouvoir aller au cinéma, il va pouvoir se déplacer, prendre le train, mais la banque, il ne peut pas justifier de son identité pour ouvrir un compte, il ne peut pas faire un emprunt, il ne peut pas souscrire, acheter, avoir une assurance, une voiture, etc. Il peut se marier? Il ne peut pas se marier. Pendant ces 5 ans, non? Non, attention. Il ne peut pas se marier quand il est sous identité déclarée, autrement je fabrique moi-même une famille, un citoyen et une situation illégale. Donc quand sa situation sera régularisée,
au bout de 6 mois, 1 an. C'est au rythme de... il peut le décider. S'il a un souci, qu'il veut rester sous identité déclarée... sa véritable identité. Mais bien sûr. Moi, il y en a plein, si vous voulez. Ça fait partie du mythe. Aujourd'hui, sur 7000 légionnaires, il y en a à peu près 1500 qui sont sous identité déclarée, dont 800 qui sont dans la procédure initiale. Mais est-ce que c'est pas une façon, pour dire les choses clairement, de les garder quand même sous la main, tous ces légionnaires qui sont complètement dépendants de la Légion? Je cherche à accélérer au plus vite cette procédure parce que je ne leur interdis pas de faire tout ça. C'est la loi française qui ne les autorise pas à aller dans une banque avec une identité qui n'est pas reconnue. Donc il ne faut pas voir ça comme des privations. Moi, je suis chargé de faire respecter la loi, comme on le disait tout à l'heure. Et dès qu'ils sont régularisés, on essaye de faire ça au plus vite, ils recouvrent les droits d'un citoyen. Alors, on va écouter un petit peu ce que dit le général Coulon maintenant dans ce 3e extrait de votre documentaire et on va vite éclairer un petit peu l'avenir en s'interrogeant sur l'utilité de cette unité aujourd'hui dans une armée qui est devenue maintenant professionnelle. On écoute le général Coulon. Moi, j'ai des amis qui sont capons-chefs et j'ai des amis qui sont généraux, bien sûr. Mais remarquez, la Légion essentiellement a une colonne vertébrale qui est son corps sous-officier, incomparable. La France n'a que 2 exceptions pour moi. Elle a d'abord l'Académie française. Et la deuxième, incontestable, c'est la Légion étrangère. Pourquoi? Parce qu'aucune nation au monde qui a voulu nous copier n'a réussi. Quand je les ai connus, j'étais sous-lieutenant et lieutenant. Or, les leçons que j'ai reçues, c'est par eux. Je n'ai jamais eu à régler un problème, à mon sens, d'insuffisance de ces gens-là sur le terrain. Ils ont toujours été pour moi exemplaires. J'ai pas bien vu cette image du légionnaire qui nettoie son fameux képi blanc, qui est l'un des éléments de reconnaissance du légionnaire, avec dans les défilés la barbe, le tablier de sapeur, la hache, le pas lent, tout ça qu'on a vu encore au défi du 14 juillet, qui plaît beaucoup. Voilà, il y a tout un mythe comme ça qui fait que les légionnaires sont particulièrement applaudis. Alors, l'Académie française, a priori, on ne la remet pas en question, la Légion. Est-ce qu'aujourd'hui, avec une armée moderne, avec des corps qui sont a priori aussi performants, on a des commandos marines, on a des je sais pas quoi, on a des parachutistes, on a tout ça, est-ce qu'on a encore besoin d'avoir des légionnaires aujourd'hui? Alors d'abord, je crois que... Monsieur le sénateur. Je parle personnellement, je pense que oui. Ils font partie d'une composante des forces françaises, avec leur particularisme, avec leur expérience. Vous avez des régiments d'infanterie de marine, vous avez un certain nombre de régiments qui forment des commandos, qui ont de l'expérience, qui ont également des entraînements très poussés. Ceux-ci, la Légion étrangère, fait partie de cette composante. Ce que je veux dire, c'est que c'était des professionnels à une époque où l'armée en avait très peu, puisque c'était une armée de construction, donc il y avait c'était des volontaires, des appelés, etc. Maintenant, l'armée, elle est professionnelle. Elle est professionnelle, mais pourquoi prendre des étrangers? Mais pour la bonne et simple raison, enfin pour ce qui me concerne, qui a cette image indispensable, je dis bien c'est une attractivité de notre pays, des gens viennent à la Légion étrangère, ils viennent en France, ils viennent dans nos unités, et je crois que c'est un plus pour notre armée. Question un petit peu crue aussi, on se dit quelquefois, ça coûte moins cher politiquement d'aller envoyer des étrangers au combat, se faire tuer, c'est moins embêtant que ce sont des Français, non? Alors, est-ce que c'est à ça que sert la Légion? Chacun peut avoir la lecture qu'il veut du rôle qu'il donne à la Légion étrangère. Ce qui est clair, c'est que d'abord, ce sont des soldats de qualité, des volontaires qui viennent renforcer les rangs, puisque ça rajoute, j'allais dire, clé en main, 7000 soldats dont la hyper performants. Voilà, très performants. Et ça, c'est un atout majeur. Je pense que dans l'histoire de France, ça s'est vu à de nombreuses reprises, notamment au moment de Colbésy. Le président, il a envoyé la Légion parce que, voilà, une image, hop, on envoie ce régiment-là. Mais je disais que c'est pas moins cher politiquement d'envoyer la Légion que d'envoyer des troupes classiques. Au moment de Colbésy, c'est clairement le cas. Ouais. Mais c'est il y a 30 ans. Ouais. Oui, à l'époque, d'ailleurs, ça ne devait pas être le régiment de Légion qui devait partir, ça devait être un régiment d'infanterie de marine des parachutistes et qui l'ont assez mal vécu parce qu'on leur a dit, non, vous partez pas, c'est la Légion qui y va. Donc à l'époque, c'est vrai, dans cette armée au fond, cette armée qui était une armée de conscription, une armée très nationale, un peu héritière de la Révolution, enfin voilà, de toutes ces affaires. En revanche, aujourd'hui, non, je crois que l'armée professionnelle
personnel, voilà, c'est simplement un corps un peu particulier. Et puis, quand on regarde ce qui se passe dans les autres armées internationales, on voit bien que beaucoup de pays sont intéressés par ce modèle, parce que beaucoup de pays ont des difficultés de recrutement. C'est pas vraiment le cas de la France, mais ça pourrait arriver. Et donc, par exemple, les Américains recrutent beaucoup de gens issus d'Amérique centrale ou qui sont sur le territoire américain en leur disant, bon, venez passer 5 ans chez nous, et puis vous serez américain à la sortie. Donc, les Anglais aussi ont recruté des gens dans le Commonwealth, ils sont les Gourkhas qui recrutaient au Népal. Bref, beaucoup de gens essaient, les Espagnols recrutent des gens dans les pays latino-américains. Bon, beaucoup de gens essaient de le faire. Donc, au fond, c'est un modèle assez moderne. Donc on n'est plus dans ces logiques-là. Et il reste peut-être une critique qui est celle qui émanait de Mme Lebranchu dans le rapport qu'elle a fait en 2010 sur la Légion, où elle parlait de fabrique de sans-papiers, de non-droit. Elle disait que les pratiques anciennes de l'institution Légion étaient dépassées. Est-ce qu'il y a, ne serait-ce que sur le statut du légionnaire, des choses à revoir maintenant pour qu'on évolue vers une normalisation de la situation? Mais je crois que ce rapport, comme d'autres, parce qu'il y en a eu toute une succession, nous ont permis de nous regarder avec un œil neuf. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Notamment sur la régularisation de situations militaires, qu'on essaye de faire au plus vite. À une époque, tout le monde avait une identité déclarée. Maintenant, seuls ceux qui en ont besoin l'ont et pendant le temps le plus court possible. Donc, la Légion étrangère, elle avance dans ce domaine-là. On ne cultive pas des archaïsmes pour le plaisir. Ça reste, si vous voulez, une troupe de grande qualité et une intégration de volontaires par l'effort. Oui, si j'avais un souhait, ce serait celui de dire que le légionnaire qui, au bout de ses 5 ans ou 10 ans, souhaite la nationalité française, qu'il lui soit facilité l'obtention de cette... Ça pourrait être ça, par exemple, un aménagement. Personnellement, je vais vous dire, je le souhaite. C'est le cas. Je le souhaite. Et bien entendu, vous délivrez un certificat de bonne conduite. Celui-ci doit être délivré justement avec beaucoup d'appréciation, sans frein quelconque. Et que des gars qui ont pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans servi nos couleurs méritent que l'obtention... Ils ont les mêmes droits que n'importe quel étranger vivant en France, sans régularisation. Voilà, il peut devenir français après les délais habituels. Il n'y a pas de différence là-dessus. Ça pourra même aller un peu plus vite lorsqu'il quitte la Légion étrangère, parce que je vais lui remettre le certificat de bonne conduite. Alors certains m'avaient dit, c'est discrétionnaire, la Légion fait sa sauce. Pardonnez-moi, c'est ma responsabilité. Je donne le certificat de bonne conduite à celui qui a bien servi. Et celui qui est déserteur, qui n'est pas là, je ne peux pas lui donner. Donc aujourd'hui, je l'attribue quasiment à tout le monde, sauf aux déserteurs et aux quelques cas qui, en mon âme et conscience, ne méritent pas. Ils ont trahi leur parole, ils n'ont pas été des bons légionnaires et ils terminent mal. Donc je ne le leur donne pas. Ça ne les empêche d'ailleurs pas de devenir français en respectant les procédures normales. Simplement, je ne leur donne pas votre appui. Je ne donne pas le coup de pouce, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir un petit peu fait comprendre un peu mieux ce qu'était cette Légion étrangère, qui encore une fois plaît toujours autant, chaque fois qu'elle défile sur les Champs-Élysées, comme on le voit donc à tous les 14 juillet. Voilà, c'était le dernier débat de la saison. Merci à Aurélie Dafas qui les a tous préparés, elle est d'ailleurs très fatiguée pour cela et on la comprend. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr à la rentrée et je vous laisse sur Public Sénat.